T'as vu que Zemmour a été relaxé pour ses propos sur la déportation des homosexuels? Ah non, j'ai pas vu. Négation de la déportation des homosexuels, Éric Zemmour relaxé, les plaignants annoncent faire appel. La justice a tranché en faveur d'Éric Zemmour. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle de 2022 a été relaxé ce jeudi 18 septembre des accusations de contestation de crimes contre l'humanité. L'ancien journaliste du Figaro avait qualifié de légende la déportation des homosexuels par le Troisième Reich en France dans son essai La France n'a pas dit son dernier mot. Vraiment, l'américanisation de la liberté d'expression, tous les propos se valent, rien n'est contredit et condamné. Oui, et puis en fait, en réalité, tu te rends compte que cette américanisation de la liberté d'expression, c'est juste une privatisation de la liberté d'expression. La lutte pour le pouvoir, c'est une lutte pour la privatisation du pouvoir, et particulièrement les fascistes qui revendiquent une privatisation du pouvoir au profit de catégories ethniques, de catégories genrées, de catégories de classe, etc., au profit en fait d'une hiérarchie en fonction de leurs différentes façons d'ordonner la société, comme elles sont la même d'ailleurs. C'est une privatisation de la liberté d'expression, parce que tu vois aux États-Unis, ça fait ouin ouin Charlie Kirk la liberté d'expression, et en attendant, ça poursuit des gens qui militent pour la Palestine, parce que en face, tu as la dénomination de terrorisme qui permet de suspendre la liberté d'expression, et du coup, si tu bats pour la Palestine, bah du coup, hop, Hamas, tu dégages quoi. Je n'ai jamais vu Guillaume Erner se battre pour le droit des manifestants à amener une guillotine en manifestation. Il n'a pas dit je suis Charlie pour ça. Donc en fait, c'est ça, c'est que c'est une lutte pour la privatisation de cette liberté d'expression, et c'est ça qui est au cœur. Parce que l'opinion de droite est du common sense, alors que l'opinion de gauche est remise en question de tous les côtés. Bah oui, moi c'est ce qui me fascine. L'ultra-gauche ne se bat pas pour la même chose que l'extrême droite. Et en fait, c'est un truc de... Il n'y a pas de symétrie, en fait, entre les deux. C'est pas, il y a les extrêmes des deux côtés, et en fait, il faut faire attention aux extrêmes. Non, désolé, l'extrême gauche se bat pour des causes bien plus nobles et bien plus humaines, mais genre à 1000 milliards de pourcents, que l'ultra-droite et l'extrême droite, etc. Il n'y a pas de symétrie, en fait, entre les deux. Mais comme les libéraux, ils n'arrêtent pas de mettre cette espèce de mise en équivalence permanente, bah ils se font d'autant plus avoir par cette espèce de common sense. Parce qu'en fait, en admettant que la droite peut avoir droit de cité, bah, ils se font coloniser par la pensée de la droite. Ils se font coloniser par cette idée qu'il peut y avoir une inégalité fondamentale. Bah oui, vu qu'on a le droit de le dire. Ils se font coloniser par l'idée selon laquelle il y a des hiérarchies naturelles et des autorités à respecter sans jamais avoir le droit de les questionner. Mais parce qu'en fait, à partir du moment où tu garantis la liberté d'expression de ce côté-là, tu amputes aussi une partie de ton cerveau de toute considération pour la raison d'être des revendications de l'extrême gauche. Sauf que la raison d'être des revendications de l'extrême gauche, tu la retrouves dans la Charte des Nations Unies, en fait. Et la raison d'être des revendications de l'extrême droite, tu la retrouves dans le plus jamais ça contre lequel les Nations Unies s'est créé. Oui, Tondelé sur RTL, c'est ça que je voulais regarder. Marine Tondelé, l'assassinat de Charlie Kirk, qui est un influenceur ultra-conservateur, un important personnage de la galaxie Trumpy. Il n'est pas ultra-conservateur, il est putain de fasciste. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est comme quand Jean-Marie Le Pen est mort et qu'ils ont dit une personnalité controversée. Non, il n'était pas controversé, il était nazi en fait. Il a donc été assassiné en plein meeting d'une balle dans le cou. Est-ce que c'est, selon vous, un crime contre la liberté d'expression? C'est ce qu'est expliqué notamment en substance le sénateur Bernie Sanders. Moi, j'ai retweeté ce tweet de Bernie Sanders immédiatement. Putain, mais Bernie Sanders... Va falloir aller se coucher, papy, hein. Parce que je trouve extrêmement digne que quand une personnalité politique est assassinée, c'est ce qui s'est passé, on réagit de manière très unanime, quels que soient les désaccords politiques qu'on a. On ne doit pas mourir pour ses idées, quelles que soient ses idées, et quelle que soit la manière dont on meurt. Et encore une fois, mourir pour ses idées, qu'est-ce qu'on en sait ? C'est le cas dans tous les pays du monde. Donc j'ai une jurisprudence constante là-dessus. Mais du coup, on ne doit pas mourir pour ses idées, mais on peut mourir pour autre chose. Parce que genre du coup, les Noirs qui se sont fait lyncher, ils sont pas morts pour leurs idées. Pourtant, ils se sont fait lyncher quand même. Signale aussi que ce meurtre qui est terrible, et moi je pense sincèrement à toute la famille de Charlie Kirk, même si j'ai plein de désaccords avec eux, ça ne change rien à ça, c'est d'humanité dont il est question ici. Mais je le dis aussi, on doit tous faire attention au débat public. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un débat public qui est tellement exacerbé et qui devient violent qu'en fait, on envoie en tant que politique l'image aux gens dans nos pays respectifs qu'en fait, c'est OK d'être violent. Cette interview me donne des envies de violence. C'est cette interview qui me rend violent, en fait. Genre, allô ? Oui, t'as pas des fleurs à déposer au pied des flics, toi ? Quand le chef du Hamas meurt pour ses idées, tué par un drone, ni Sanders ni Tondelé n'ont soutenu. Bah bien sûr, personne ne devrait mourir pour ses idées, mais quand c'est des terroristes, c'est pas vraiment des idées, donc ça va, c'est de la violence. Et si nous, on ne met pas les barrières nous-mêmes à certains types de comportements, je ne dis pas qu'on se tire dessus en hémicycle, mais vous voyez, il y a un truc comme ça qui s'infuse que la violence, la brutalité, c'est normal. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous ai ramené aussi... Et donc, cette dame compare un assassinat politique avec les invectives dans le débat public. Mais en fait,
Charlie Kirk, il était très calme quand il faisait ses débats. Il était très calme quand il regardait une meuf les yeux dans les yeux se ramenait, qui était complètement avec le cerveau complètement lavé, qui ramène son gosse. Elle dit « Bonjour, ce gosse, il est né d'un inceste parce que mon père, il m'a violé, mais c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. » Il était très calme quand il a utilisé ça pour dire « Oui, c'est bien, il faut interdire l'avortement pour ces raisons, parce que tous les enfants sont des dons de Dieu, même si ton père t'a putain de violé. » Et la meuf, elle était d'accord, hein. Bien évidemment, elle était d'accord. Elle était complètement embrigadée par ça, hein. Tu m'étonnes, mais en même temps, comment tu fais sinon? Mais il était très très calme quand il disait ça. C'était pas un débat public, violent ou je sais pas quoi. C'est ça le problème justement de Charlie Kirk. C'est qu'il disait, dans le plus grand des calmes, que les Noirs étaient inférieurs intellectuellement aux Blancs. Mais il le disait avec calme et avec douceur. Il le disait avec la plus grande empathie pour ses frères en humanité. Vas-y, ça m'énerve. Il y a l'article de Ta-Nehisi Coates que j'avais retweeté. J'étais en mode vas-y, il a tout dit, etc. Mais bon, j'ai déjà fait le tour de Charlie Kirk, etc. Je vais pas en reparler. C'est bon, là, j'ai envie d'en reparler. Je vais vous le traduire et je vais vous le lire après ça. Je vais le décrire pour les gens qui sont à la radio. Un schéma qui montre quand même sur ce qui est des meurtres extrémistes aux États-Unis, qu'il y a 93% de ces meurtres extrémistes qui viennent de personnes d'extrême droite, qui ont tué d'autres personnes. Donc il y a la ensuite violence, les meurtres c'est d'abord islamistes et l'extrême d'extrême droite, gauche, c'est ça que vous voulez mais dire. sur les 371 meurtres extrémistes qui sont recensés dans ce document, c'était 347 quand même qui venaient de l'extrême droite. Aux États-Unis. Donc, en France aussi. Mais le problème, c'est que le problème, du coup, c'est pas la violence en politique. Le problème, c'est l'extrême droite. C'est pas, oh là là, regardez, il y a eu plus d'assassinats de la part de l'extrême droite, donc le problème, c'est la violence. Non, le problème, c'est l'extrême droite. Si tu considères que l'extrême droite, c'est pas bien parce qu'elle est violente, bah dans ce cas, le problème, c'est l'extrême droite, c'est pas la violence, en fait. Parce que, désolé, mais tu peux avoir des fascistes qui te disent exactement la même chose avec le sourire, ça n'enlève rien à ce qu'ils font. Ça n'enlève rien à la violence de la société qu'il veut mettre en place. Un article de Vanity Fair par Ta-Nehisi Coates, qui est un intellectuel antiraciste états-unien, et qui speak facts du début à la fin. Ça m'énerve les gens qui font que minimiser, et Marine Tondelier aussi dans le lot, qui ne font que minimiser la violence de Charlie Kirk. Et c'est pas parce que tu parles fort ou que tu tapes des gens, etc., etc. Non, tu peux aussi être violent tout court, parce que tu proposes, et l'extrême droite est fondamentalement violente. Bref. Donc Charlie Kirk, rédempteur, une classe politique retrouve sa cause perdue. En ignorant la rhétorique et les actions du fondateur de Turning Point USA, les experts et les politiciens édulcorent son héritage. Avant son assassinat la semaine dernière, Charlie Kirk a laissé un recueil de paroles précieux qui aiderait grandement ceux qui cherchent à comprendre son héritage et son importance. Il est difficile d'associer ces mots à la manière dont Kirk est actuellement commémoré dans le discours dominant. Le chroniqueur du New York Times, donc sur lequel j'ai bien chié lors de mon live sur Charlie Kirk, encore une fois c'est dans le best-of de mon stream, le chroniqueur du New York Times, Ezra Klein, a qualifié Kirk de l'un des plus efficaces praticiens de la persuasion de son époque et d'homme qui pratiquait la politique avec la plus grande justesse. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le mec qui, quand Kamala Harris a perdu, a dit qu'ils avaient perdu parce qu'ils avaient trop parlé des trans et qu'il fallait peut-être un petit peu lâcher les trucs sociétaux si on voulait gagner, quoi. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a salué la passion et l'engagement de Kirk pour le débat, nous conseillant de poursuivre son œuvre en dialoguant les uns avec les autres, au-delà des idéologies, par le biais de discours animés, parce que c'est bien, parce que c'est non violent, la parole. Sally Jenkins, journaliste pour Atlantic, a salué Kirk, affirmant qu'il argumentait avec civilité et que sa mort était une perte importante pour ceux qui croient que l'engagement peut contribuer à surmonter les désaccords. Quel désaccord? Surmonter quel désaccord? Je veux surmonter aucun de mes désaccords avec Charlie Kirk. Non, vous n'allez pas nous faire avaler la pilule que, parce qu'il est mort, ok d'accord c'est triste, etc. Mais vous n'allez pas nous faire avaler la pilule que du coup il faut absolument pleurer sa mort et dire que c'était vraiment un grand homme et qu'après tout il était juste un petit, comme Jean-Marie Le Pen, qu'il était un petit peu controversé mais que vraiment c'était la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression c'est la privatisation de la liberté d'expression pour les fascistes. Rien d'autre. Rien n'est neutre en politique. La politique c'est du conflit, point barre. Les mentions de débat et d'engagement font référence aux tournées de Kirk sur les campus au cours desquelles il visitait diverses universités pour s'en prendre à qui voulait bien s'y rendre. Que cet aspect de l'œuvre de Kirk puisse intéresser autant les écrivains et les politiciens est compréhensible. Après tout, la classe politique craint que les étudiants, retranchés dans leur bulle, aient besoin d'une thérapie de choc de la part d'un homme indifférent aux pronoms préférés, au trigger warning et à l'humanité des Palestiniens. Oui, parce que aussi, on va pas se mentir, la classe politique libérale aux États-Unis était bien contente qu'on aille un petit peu bousculer les étudiants, parce qu'en ce moment, les étudiants, ils sont un petit peu trop pro-palestiniens, du coup, genre, ah là là, sinon personne les aime, les étudiants. Mais cela montre aussi comment l'obsession de la classe politique pour les universités l'aveugle à tout le reste. Et tout le reste de la politique de Kirk se résumait à une haine envers ceux dont la simple existence provoquait son courroux. Ce n'est pas seulement, par exemple, que Kirk avait des opinions déplaisantes, qu'il était pro-vie, donc anti-avortement, qu'il croyait aux exécutions publiques, qu'il était favorable aux exécutions publiques,
public, ou qu'il rejetait la séparation des églises et de l'État. C'est que Kirk se complaisait dans un fanatisme flagrant. En effet, les allégations de civilité de Kirk sont difficiles à concilier avec sa propension à rabaisser les membres de la communauté LGBTQ+, en les qualifiant de freaks et à qualifier les personnes trans de traves. Face à la perspective d'une présidence Kamala Harris, Kirk a déclaré à son auditoire que la menace devait être écartée car Harris voulait kidnapper votre enfant via le programme trans. La transphobie classique est malheureusement banale. Bon, mais ça, de toute façon, faut pas faire confiance au New York Times pour en avoir quelque chose à foutre de la transphobie. Genre, rien que ça, désolé, mais rien que ça, tu peux dire, avec un grand sourire, traiter une personne trans de sale trave, navré, mais ça reste pas moins violent, surtout quand t'es un mec d'extrême droite et que t'es vraiment anti-trans. Là, je parle pas des personnes trans qui retournent le stigmate entre elles. Mais Kirk était passé maître dans l'art d'intégrer des intolérances apparemment discordantes, comme lorsqu'il définissait l'American Way of Life comme le mariage, l'accession à la propriété et l'éducation des enfants, sans la racaille lesbienne, gay et transgenre à l'école. Oui, parce que Charlie Kirk, il était favorable au fait de pouvoir virer les profs LGBT. Marine Tondelier, t'en penses quoi de virer les profs LGBT? C'est bien? C'est super, hein? Ah, j'adore. C'est vraiment de la civilité et du débat. T'as vraiment envie de débattre avec cette personne. Ajoutant qu'il ne voulait pas que les enfants entendent l'appel musulman à la prière 5 fois par jour. Ah ben là-dessus, il se rejoint avec Marine Tondelier, elle voulait pas entendre la Wakbar dans les manifestations et elle voulait surveiller Médine. Donc ça, là-dessus, je suis d'accord, il y a des points de convergence avec Marine Tondelier. Tout va bien. L'American Way of Life, c'était la chrétienté, affirmait Kirk. Et l'islam, l'épée que la gauche utilise pour égorger l'Amérique, en était l'antithèse. De vastes zones dédiées à l'islam étaient une menace pour l'Amérique, affirmait Kirk, et le candidat à la mairie de New York, Zoran Mamdani, était un musulman, Kirk supposant que quiconque souhaitait voir le mahométisme prendre le contrôle de l'Occident... Ouais, non, c'est... ok, d'accord, c'est la mauvaise traduction. En anglais, il dit Mohammedan. Donc voilà, c'était un Mohamétan. Pas un musulman, un Mohamétan. Kirk supposant que quiconque souhaitait voir le mahométisme prendre le contrôle de l'Occident adorerait voir New York, un ancien centre anglo-saxon sous domination musulmane. C'est pas violent ça, Tondelier. C'est pas de la violence. C'était juste quelqu'un qui aimait le débat, et la civilité du débat c'est important, et après tout les mots ne sont pas de la violence, hein, voilà. On dit mahométan en français raciste, oui, c'est la traduction, voilà, c'est les français racistes disent mahométan. Kirk fustigeait régulièrement la criminalité noire, affirmant que les noirs rôdent pour s'en prendre aux blancs. Ça va, Tondelier, c'est les noirs qui rôdent pour s'en prendre aux blancs, etc. C'est du discours pertinent, légitime, qui échappe à la violence politique. C'est pas la violence. Il réitéra les accusations de viol contre Youssef Salam, membre des 5 de Central Park, aujourd'hui conseiller municipal de New York, le qualifiant de sale porc, qui s'en était tiré avec un viol collectif. La version de Kirk pour les Noirs se multiplia lorsqu'il se tourna vers les Haïtiens. Ah bah oui, vous vous rappelez le moment où tout le monde s'est offusqué que Trump, il a dit que les Haïtiens, ils mangeaient les animaux, etc. Mais vous croyez que Kirk, il a dit quoi sur les Haïtiens? Haïti était, selon Kirk, un pays infesté de vaudous démoniaques, où les migrants violaient vos femmes et vous traquaient la nuit. Ces Haïtiens, ainsi que les immigrants sans papier venus d'autres pays, s'en donnaient à cœur joie, selon Kirk, et s'en prenaient ensuite à votre fille. Ça va, Tondelier, on est toujours sur le domaine du débat, de la non-violence. Mais comme le problème de la violence en politique, c'est juste tirer une balle dans le cou de quelqu'un, c'est clair qu'il n'y avait aucune violence dans ses propos. Il faut absolument continuer de faire carpette devant les journalistes qui essayent de le whitewasher comme quelqu'un qui était juste un peu conservateur. Il était juste un peu conservateur. Le seul espoir résidait dans Donald Trump qui devait l'emporter de peur que les Haïtiens ne deviennent vos maîtres. Ah, il était controversé, hein. Ah bah, mais il aimait le débat. Il aimait le débat. Et il débattait avec des gens sur des campus, et ça, c'est vraiment la vitalité de notre démocratie. Guillaume Erner, Marine Tondelier. L'objectif de cette prétendue maîtrise était aussi familier que conspirationniste, le grand remplacement. Il y avait un programme anti-blanc, hurlait Kirk. Un programme qui cherchait à rendre le pays plus proche du tiers-monde. La frontière sud était le dépotoir de la planète. Ouais, c'est clair que le Mexique, maintenant, ils sont en train de mettre fin au néolibéralisme, ils sont en train de faire une politique de grands travaux pour avoir des transports publics nationalisés, etc. Mais ouais, les dépotoirs, ouais. Et un pôle d'attraction pour les violeurs, les voyous, les meurtriers et les hommes en âge de combattre, les terroristes. Et les hommes en âge de combattre, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire des hommes qu'on peut tuer impunément. Ils viennent du monde entier, de Chine, de Russie, des pays du Moyen-Orient, disait-il. Et ils arrivent. Vous pouvez probablement imaginer où cette ligne de pensée a fini par nous mener. Les donateurs juifs, affirmait Kirk, étaient le principal mécanisme de financement des politiques radicales d'ouverture des frontières, néolibérales et quasi-marxistes, des institutions culturelles et des organisations à but non lucratif. Marine Tondelier. Ça, c'est le débat civil, ça. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le champ de la discussion. C'était pas quelqu'un qui est violent. Ah, mais je suis de toute pensée avec sa femme et ses enfants, même si j'ai encore des désaccords avec eux. Ah ouais, t'as des désaccords, t'as juste des désaccords. De fait, le fondement philosophique de l'anti-blancheur a été largement financé par les donateurs juifs du pays. Non, mais oui, mais c'est Mélenchon qui est antisémite quand il dit qu'il faut libérer la Palestine. C'est ça la violence, c'est ça la vraie violence en politique. C'est ça. La première des violences, c'est de nier la conflictualité fondamentale en politique. C'est ça la première des violences. Parce qu'à partir du moment où tu nies cette conflictualité fondamentale, bah t'ouvres ta porte à
Te dire qu'après tout, ces gens-là ne faisaient que rendre hommage à Charlie Kirk en Grande-Bretagne, après avoir poursuivi, avant ou après avoir poursuivi des Noirs dans la rue. C'est marrant, Guy Berner qui a déjà dit dans une interview que la France insoumise était antisémite parce que selon lui, il n'y avait pas de juif à la France insoumise, n'est pas choqué par ce type de propos. D'ailleurs, quand il a fait son billet sur France Culture, il a parlé de l'antisémitisme de Kirk. Ah mais bien sûr. Mais parce que ces gens-là, déjà d'une, ne connaissent rien aux États-Unis, ne s'y intéressent absolument pas. Et le peu qu'ils connaissent les États-Unis, c'est ils voient liberté d'expression, ils disent c'est quand même bien la liberté d'expression, je suis Charlie. Genre c'est des gens qui sont criminellement débiles. Leur bêtise est criminelle. L'intolérance de Kirk n'était pas personnelle, mais s'étendait à l'institution qu'il avait fondée, Turning Point USA. Crystal Clayton, ancienne directrice nationale du groupe, a un jour envoyé un texto à un collègue de Turning Point. « Je déteste les Noirs, qu'ils aillent se faire foutre, je déteste les Noirs, point final. » L'un des conseillers du groupe, Rip McIntosh, a publié un jour une newsletter contenant un essai d'un auteur sous pseudonyme qui affirmait que les Noirs étaient devenus socialement incompatibles avec les autres races et que la culture noire était un sale désordre irréparable et gangréné par la criminalité. Ça va, Marine Tondelier, on est encore dans le champ de la non-violence ? On est encore dans le champ de la civilité et du débat ? On ne doit pas mourir pour ses idées, quelles que soient ses idées et quelle que soit la manière dont on meurt. Et c'est le cas dans tous les pays du monde. Donc j'ai une jurisprudence constante là-dessus. Je signale aussi que ce meurtre qui est terrible, et moi je pense sincèrement à toute la famille de Charlie Kirk, même si j'ai plein de désaccords avec eux, ça ne change rien à ça, c'est d'humanité dont il est question ici. Mais je le dis aussi, on doit tous... Si c'est d'humanité dont il est question, tu devrais pas chialer sa mort. Désolé. Parce que si par humanité, tu pleures sa mort, tu admets que tu mets son existence au-dessus de celle des Noirs, de celle des personnes LGBT, de celle des musulmans. En 2022, après la mort de 3 joueurs de football noirs dans une autre université, Meg Miller, présidente de la section nationale de Turning Point à l'université du Missouri, a plaisanté sur les réseaux sociaux. S'ils avaient tué 4 de plus, on aurait eu toute la semaine de congé. Kirk adhérait à certaines des croyances les plus malhonnêtes et les plus néfastes que ce pays ait jamais connues. Mais il est toujours effrayant de penser que ces croyances seraient réduites au silence par un coup de feu. La tragédie est personnelle. Kirk a été privé de sa vie et ses enfants et sa famille vivront à jamais avec la certitude qu'une simple recherche sur Internet suffit pour obtenir une trace visuelle de ce vol. Et la tragédie est nationale. La violence politique met fin au dialogue et appelle à la guerre. Son rejet est primordial pour le bon fonctionnement d'une démocratie et d'une société libre. La violence politique est un virus, a souligné Klein. Cette affirmation est vraie. Elle est également en contradiction avec les propres mots de Kirk. Ce n'est pas que Kirk ait simplement, comme l'a dit Klein, défendu le deuxième amendement, c'est que Kirk a cautionné le fait de faire souffrir des gens pour faire avancer des politiques qu'il privilégiait. En 2022, lorsque Kirk était frustré par exemple par la présence de Lia Thomas dans l'équipe féminine de natation à l'université de Pennsylvanie. Donc Lia Thomas, c'est la nageuse trans qui s'est pris un torrent de boue alors qu'elle était arrivée 5e à une course et qui a été au cœur de toute la panique morale et de tout le backlash anti-trans avec le prétexte de « les personnes trans dans le sport, c'est pas bien », etc. Il n'a pas appelé un débat animé. Au lieu de cela, évoquant un récent tournoi de championnat, il a déclaré qu'il aurait aimé voir un groupe de pairs descendre des tribunes, former une file devant Lia Thomas et dire « Eh le dur, tu vas aller dans la piscine parce que tu vas devoir passer par nous ». Donc littéralement appeler à la violence contre une meuf trans. Quelques semaines avant sa mort, Kirk se réjouissait du déploiement des troupes fédérales par Trump à Washington. « Choc et effroi. Force », a-t-il écrit. « Nous reprenons notre pays à ses cafards ». Marine Tondelier, je comprends que ce soit une question d'humanité, de ne pas se réjouir de la mort, etc. Mais la question d'humanité, c'est aussi de prendre en compte toutes les personnes qu'il a qualifiées de cafards, aussi. Parce que ça fait un petit peu Radio Mille Collines. Ça fait un petit peu nuisible, tout ça. Enfin, on connaît ce langage, quoi. Genre, vous n'avez pas ergoté pendant 2 ans sur l'antisémitisme supposé des gens qui sortent un drapeau palestinien pour ignorer quand même l'utilisation de la déshumanisation pour justifier l'éradication d'un certain groupe de personnes, non ? Et en 2023, Kirk a déclaré à son auditoire que le président de l'époque, Joe Biden, était un tyran corrompu qui devait être emprisonné et ou condamné à mort pour ses crimes contre l'Amérique. Que penser d'un homme qui a réclamé l'exécution du président américain puis a été exécuté lui-même ? Que penser d'une NFL, donc la Ligue de football nationale, qui d'un côté nous encourage à mettre fin au racisme et de l'autre nous exhorte à commémorer un suprémaciste blanc non reconstruit ? Et que dire des écrivains, des penseurs, des experts qui ne peuvent distinguer le grand crime de la mort de Kirk de la malignité de sa vie publique ? Peuvent-ils vraiment être si ignorants des paroles d'un homme qu'ils se sont empressés de le commémorer ? Je l'ignore. Mais le détail le plus révélateur de la chronique de Klein était que malgré tous ces éloges, Kirk lui-même n'y écrivait pas un seul mot. Il y a plus d'un siècle et demi, ce pays ignorait les paroles explicites des hommes qui cherchaient à fonder un empire esclavagiste. Il transforma ensuite ces hommes en vaillants chevaliers soucieux uniquement de préserver leur chère Camelot. Certains milieux ressentaient une lassitude envers la reconstruction, autrement dit la démocratie multiraciale, et un désir de réunification pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Ainsi, à la fin du 19e siècle et pendant une grande partie du 20e siècle, les intellectuels les plus illustres de ce pays transformèrent les semeurs de haine en héros et ignorèrent leurs paroles, tout comme aujourd'hui, certains ignorent celles de Charlie Kirk.
Les mots ne sont pas violence ni impuissants. Enterrer la vérité sur la Confédération, réécrire ses objectifs et ses idées et ignorer ses paroles animatrices ont permis la terreur de la population noire, l'imposition de l'apartheid et la destruction de la démocratie. Cette réécriture et cette ignorance ont été le fait non seulement des confédérés, mais aussi de prétendus alliés, pour qui la réduction des Noirs au servage était le prix malheureux de l'unité blanche. L'importance de cette histoire n'a jamais été aussi claire qu'en ce moment où la question difficile doit être posée. Si vous détourniez le regard des paroles de Charlie Kirk, de quoi d'autre détourneriez-vous le regard? Donc, j'emprunte les paroles de Ta-Nehisi Coates et je les retourne à Marine Tondelier. Si c'est une question d'humanité, de quelle humanité est-ce que tu es en train de détourner le regard? Mais voilà, donc pour finir un petit peu sur Charlie Kirk, je reviens pas sur est-ce que c'est triste, est-ce qu'il faut sa mort, etc. Comme je disais, pour sa femme qui est en train de devenir cette espèce de martyr, de veuve vengeresse, etc. On est en train d'assister à l'effacement des réalités racistes, fascistes de ce pays, juste parce qu'il y a un mec qui est mort. Du coup, on va nous le faire passer pour une espèce de héros. On va accepter d'édulcorer ce qu'il a créé. Non, je suis désolé, non. Il est mort, c'est triste, ok, d'accord, mais en attendant, c'était une sale merde et on a le droit de le dire, en fait. Après, tu joues le jeu de la violence, tu perds, faut être beau joueur. Non, mais tu vois, genre, en vrai, l'assassinat, c'est la preuve de la violence et que l'accès aux armes, blablabla. Oui, ok, d'accord, très bien, tout ça. Mais genre, en fait, c'est à un moment donné, si vous êtes capable de prendre la mort des Palestiniens pour une donnée neutre, pourquoi vous ne prenez pas la mort par violence par balle comme une donnée neutre de la politique états-unienne? C'est donc que vous rejoignez quelque part un petit peu ces gens-là dans la hiérarchie, parfois inconsciente, que vous mettez entre la vie des personnes. Mais surtout, comment l'extrême droite qui prône la violence à longueur de journée peut faire les fragiles ensuite. Ah bon, ça c'est l'histoire de leur vie. Hein. C'est le principe même du grand remplacement. On est des super... on est le grand Occident, etc. Mais en même temps, nous sommes une citadelle assiégée, assaillie par les coups de boutoir de l'Orient. Et c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur les femmes et la propagande de guerre. C'est que tout le jeu... j'explique au prisme du genre, mais en fait, ça se fait avec tout. Mais tout le jeu du genre et de la guerre, c'est de féminiser la nation pour mieux la reviriliser derrière. Donc en fait, présenter la nation comme fragile pour justifier un retour à l'ordre et à l'autorité et pour justifier l'imposition d'une puissance autoritaire. T'es obligé de passer par le statut de victime pour revendiquer un pouvoir démesuré. Et c'est ce que font tous les fascistes. C'est un meurtre politique, c'est différent quand même, non? On sait pas. On sait pas pour l'instant, le FBI fait une enquête de merde et globalement, on ne sait pas exactement quelles sont l'entièreté des motivations du tueur. Et l'empressement des libéraux à tout de suite dire... En fait, comme il est mort, du coup, on doit avoir une déférence absolue à qui il était. Et du coup, en fait, comme il est mort, quelque part, on n'a pas le droit de dire que c'était un fasciste. Parce que si on dit que c'est un fasciste, on sous-entend peut-être qu'il l'a mérité. Tirez vos conclusions vous-même. Si, pour ne surtout pas avoir l'air d'être de gens qui disent qu'ils l'ont mérité, donc qui font l'apologie de la violence, parce que la violence en politique, c'est pas bien, vous avez besoin de passer par le fait d'édulcorer tout ce qu'il a été et de ne pas dire que c'était un fasciste alors que c'est la vérité objective, repensez vos priorités. Bon, après, c'est la question qui est posée perpétuellement à ELV de repenser ses priorités, mais bref. Tu crois qu'il y en aura même à gauche qui serait triste que Netanyahou se fasse boom pareil? En vrai, c'est la question qui se pose. Hein. Franchement, si Jean-Marie Le Pen s'est fait assassiner, tous les hommages qu'on a eu à Jean-Marie Le Pen là quand il est mort de sa belle mort, hein. Il est mort vraiment de vieillesse, jamais il aurait dû mourir de vieillesse ce mec, bref. Mais le mec il est mort de sa belle mort et on a quand même eu des hommages larmoyants partout, la presse de droite qui disait oh il était un petit peu, mais il était quand même tellement lucide sur l'état de notre pays, etc. Vous imaginez, il se serait fait assassiner, le héros national qui serait devenu. En fait c'est aussi ça, c'est que on peut déplorer que la mort de nos ennemis soit utilisée pour les glorifier, mais il ne tient qu'à nous de ne pas céder à leur glorification, en fait. Et quand Marine Tondelier rejoint les sirènes du ouin-ouin, c'est d'humanité dont il est question ici, blablabla, désolé, ça veut dire que tu es en train d'adopter une partie de son inhumanité à lui. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.